Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce 5e webinaire du cycle Art et savoirs fondamentaux enjeux de formation initié et organisé par le réseau des INSPE en partenariat avec VECA. Je suis Gwendoline Gasteclou, je travaille pour VECA et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Donc le sujet du jour, ce serait dans le printemps de la recherche en éducation, donc colloque qui n'a malheureusement pas pu se dérouler en présentiel mais qu'on est ravis de vous proposer chez vous. C'est Monsieur Boudinet, professeur à l'Université de Lyon 2, qui nous présentera aujourd'hui le thème suivant, Art et savoirs fondamentaux, quels enjeux dans le monde postmoderne. Donc, au cours de cette conférence, vous pourrez naturellement poser toutes vos questions à tout moment via l'onglet questions situé sur la plateforme GoToWebinar à la droite de votre écran. On en choisira quelques-unes et on posera à la fin de la présentation à Monsieur Boudinet. Donc, petite chose, les questions arrivent en général dans nos webconférences plus vers la fin, donc n'hésitez pas, dès que vous le sentez, à poser vos questions, parce que la présentation durera environ 30 minutes. Donc n'hésitez pas. Autre petit rappel, il reste désormais 2 conférences donc, qui auront lieu les 24 et 30 juin. Et maintenant, il est temps de céder la parole à notre intervenant du jour, Monsieur Boudinet. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est à vous. Bien, merci. Juste un tout petit mot. Vous avez parlé d'un choix parmi les questions qui seraient posées, mais moi, je suis tout à fait partant après la conférence, par Internet, si vous m'envoyez un mail pour répondre à l'ensemble des questions. Si j'ai la réponse, bien sûr. Bien sûr, on vous transmettra tout par mail. Alors, bien, le titre indique quelque chose, c'est-à-dire que moi, je vais parler un petit peu du point de vue de la philosophie de l'éducation artistique. Et c'est vrai que les perspectives qui sont suivies par ce point de vue, par la philosophie de l'éducation appliquée aux arts, bien, parmi ces perspectives, l'une concerne la question du sens. On pourrait dire, enseigner les arts, oui, mais pourquoi ? Alors, cette question renvoie déjà à toute une tradition philosophique qui interroge depuis Platon, Aristote et même avant les valeurs éducatives prêtées aux arts. Par exemple, le philosophe Ernst Cassirer, philosophe allemand dans les années 1930, écrivait d'ailleurs que de tous les problèmes qu'il faut étudier en philosophie, la valeur éducative de l'art est vraiment l'un des principaux problèmes, l'un des plus vieux problèmes parce qu'il n'a pas de réponse. Il est donc éternel. Alors c'est un petit peu dans ce sens-là que je vais essayer d'argumenter. Et cette perspective sur le pourquoi, sur les valeurs, on va dire une perspective de ce qu'on nomme une axiologie, concerne déjà les finalités qui sont conférées aux enseignements artistiques dans un contexte donné. Mais elle répond aussi à la définition des savoirs artistiques, ou si l'on préfère, des contenus. Par exemple, chez les Grecs, le sens de l'éducation musicale, son pourquoi, était référé à l'accès aux idées, avec un I majuscule, là, ces espèces de formules algorithmiques du monde entier qui seraient là-haut dans les étoiles, qu'il fallait atteindre pour les Grecs. Donc, il y a une espèce de mathématique, de mathésis universelle pour laquelle, finalement, on ne sera pas surpris que sur la base de cette valeur, eh bien, la conception du savoir musical va déjà être basée sur des savoirs mathématiques tels qu'ils ont été d'ailleurs parfaitement cadrés par l'école de Pythagore à l'époque. Et on mesure ainsi en quoi, finalement, cette question du sens participe à la dimension de la formation des professeurs des écoles, parce qu'elle contribue à baliser au niveau des valeurs, des finalités, mais aussi des savoirs et des contenus, un terrain par rapport auquel les enseignants généralistes sont parfois désemparés. En effet, enseigner l'art, mettre des élèves en rapport avec une œuvre, mais très vite, ça renvoie à la question, dans la construction de la science, mais qu'est-ce qu'une œuvre? Qu'est-ce que l'art?
Et là, on est un petit peu gêné parce que par rapport à d'autres domaines, on pourrait dire que quand même que l'espace artistique, le travail artistique, ne cesse très rapidement de transgresser sans cesse ses propres normes et modèles, voire même ses propres définitions, en mettant ainsi quand même en difficulté ses analyses tant didactiques, qui aiment bien quand même ce qu'il est assez stable, et que ses processus d'évaluation. Et ceci, pas seulement depuis le passage de l'art à ce que Yves Michaud a appelé l'état gazeux. Pourtant, on va se dire, mais d'où vient ce sens? Quelles sont les instances qui le confèrent? Alors, bien sûr, le débat est loin d'être épuisé, mais une réponse peut quand même être envisagée, enfin c'est celle que je proposerai, en termes d'interaction langagière déterminée dans une société donnée. Ben oui, dès qu'il y a art, qu'est-ce qui légitime les contenus des arts? Qu'est-ce qui définit les arts? Eh bien, nous avons déjà les langages propres aux arts, qui ne sont pas forcément des langages verbaux. La musique, la peinture disent quelque chose sur ce qu'est la musique et la peinture. Il y a aussi les langages qui sont liés à ce qu'on appelle les pratiques sociales de référence, ce qu'en disent les artistes, les langages qui sont liés à ceux qui aux critiques, à la réflexion sur l'art, etc. Alors, finalement, si tout se joue en termes de langage, c'est impensif de dire ça, mais quelles sont les configurations langagières qui légitiment, dans un monde donné, des valeurs, des contenus d'enseignement et des savoirs à transmettre? Formulé autrement, comment du sens peut-il advenir et être alors légitimé comme un savoir au sein d'un espace social? Et qui dit espace social dit nécessairement ce que l'on nomme aujourd'hui une communauté discursive. Alors, cette perspective que je pose par le langage trouve une assise théorique majeure dans la condition postmoderne, ouvrage que Jean-François Lyotard publia en 1979. Alors, c'est ainsi que mes présents propos vont se centrer quand même, vont suivre, c'est un choix, là vraiment, la réflexion de ce philosophe, parce que c'est un récent travail de recherche que j'ai pu faire, mais c'est aussi parce que cette réflexion me semble absolument fondamentale dès que l'on pose les enjeux des arts et des savoirs et de l'éducation actuelle. Alors, bien que Jean-François Lyotard ne parle pas d'enseignement artistique, il étudie cependant particulièrement les processus langagiers de production et de diffusion du savoir en se situant alors au niveau des instances universitaires. Et deux hypothèses fortes de cet ouvrage, très prémonitoires, peuvent ici être rappelées. Pour la première, les contenus de savoir, que ce soit les savoirs scientifiques, technologiques, artistiques, sont déterminés par des jeux de langage, ces interactions dont je parlais, jeux qu'il est légitime en leur assignant des attentes, des fonctions et des valeurs. Mais, précise Lyotard dans son analyse, ces jeux se sont inscrits pratiquement depuis les Grecs anciens, pour notre culture, dans une configuration de type triangulaire, dominé par un discours en position de surplomb sur l'ensemble. Et ce discours assigne toujours un idéal. On va dire presque une utopie, quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Ainsi, ce discours relève d'un récit en tant qu'il énonce un idéal politique non encore réalisé, avec des choix moraux, des choix éthiques qui vont guider la définition tant de la société que l'on souhaite. On va faire une société où tout le monde va pouvoir se rapprocher des idées, par exemple, mais aussi la définition d'un sujet qu'une société entend former. Tel est le pourquoi. Ou pour poursuivre le précédent exemple musical que j'évoquais chez les Grecs, bien, il s'agissait là de viser la formation d'un sujet capable d'élever son âme là-haut vers les idées, pour se rapprocher des idées. Et puis ensuite, lors de la théologie médiévale, on a remplacé ce pourquoi des idées par Dieu. Et puis après ça, puis par l'humanisme d'un savoir universel qui, de la Renaissance aux Lumières, va émanciper les humains, libérer l'esprit et le progrès. Alors, ces récits idéologiques, il y a de la religion, il y a de l'éthique, il y a
l'humanisme sont nommés par Jean-François Lyotard, comme on le sait, les grands récits ou les méta-récits, c'est-à-dire ces grandes choses comme ça qui donnent sens et qui donnent sens à l'éducation. Pourquoi élever des enfants? C'est simple, faire des sujets capables d'aller vers les idées. Alors dès lors, on reconnaît la seconde hypothèse. Si jusqu'à la période dite moderne, à peu près en philosophie des Lumières jusqu'aux années 1970, la production et la transmission des savoirs étaient subordonnées à ces grands récits, la religion, puis les idéaux d'humanisme, l'émancipation, le progrès, etc. Les sociétés, observe Lyotard, dites post-industrialisées, entreraient dans un nouveau régime dit post-moderne qui se caractériserait en fait par la fin totale de ces grands récits qui surplombaient et qui donnaient sens. Alors, cette fin de la légitimation par les grands récits impliquerait une mutation radicale, du coup, des savoirs et de leur sens dans les politiques éducatives. Une telle mutation, bien qu'elle soit de nos jours, comme on le sait, qualifiée par d'autres termes que le néologisme postmodernité, on a parlé d'hypermodernité, etc., mais il y a quand même une mutation. Et cette mutation, elle se traduit depuis ces 40 dernières années, nous sommes sur des processus là, à l'échelon de l'histoire générale, cette mutation se traduit quand même par l'émergence d'une nouvelle configuration, où l'on reconnaît par exemple aujourd'hui volontiers le passage d'une conception verticale et hiérarchisée, avec le grand récit en haut, à une nouvelle configuration en réseau, horizontale, en rhizome, comme le dit par ailleurs Deleuze, où l'on reconnaît aussi aujourd'hui fortement la valorisation du flexible, de l'éphémère, au bénéfice de l'immédiateté, au bénéfice du tout de suite, ici et maintenant, ce qui est en fait exactement l'inverse du « il était une fois », il y a très longtemps, qui caractérisait la structure chronologique propre au récit. Alors, si l'analyse lyotardienne concernait bien sûr la recherche universitaire, l'instance d'émergence du savoir, on ne sera guère surpris aussi de voir que ce savoir s'est depuis atomisé, qu'il a perdu toute norme unique et universalisante, et on constate aussi même qu'aujourd'hui, le mot savoir est de plus en plus remplacé par le terme compétence. Alors, l'hypothèse de la postmodernité pourra apparaître redoutable face aux réflexions sur l'éducation, artistique ou non. En effet, si les grands récits légitimaient les savoirs et le pourquoi de l'éducation par des grandes figures idéalisées du sujet à former, on pourrait se dire, mais que reste-t-il désormais au processus éducatif une fois que ce qui alimentait son sens n'est plus ? Il n'y a plus le grand récit qui guidait l'entreprise éducative, selon la thèse de Lyotard, comme par exemple le grand récit est l'idéal magnifique, mais idéal quand même, du contrat social, qui va ensuite donner sens à un autre récit qui va s'appeler l'Émile, et cet Émile va ensuite donner sens, pas à un récit, mais à l'application réelle de l'éducation nouvelle. Or, c'est à ceci que répond l'œuvre de Jean-François Lyotard, en sortant bien sûr de la condition postmoderne dans toute son œuvre et en articulant déjà deux données, l'enfance et le langage. Que reste-t-il à l'éducation une fois que l'éducation a perdu son sens, une fois qu'il n'y a plus les instances qui alimentaient son sens? Il resterait l'enfance et le langage. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, pour la première donnée, par enfance, bien sûr, il ne faut surtout pas entendre une époque de la vie, mais au contraire, je dirais une faculté psychique, une aptitude à recevoir ce qu'on n'est pas encore préparé à recevoir, quelque chose qui ferait de l'appareil psychique un appareil constitutivement impréparé à l'accueillir et qui s'y introduirait sans y être introduit, écrit Lyotard. Il s'agit en fait là d'une disposition qui serait au cœur de l'apprendre, au cœur de la pensée et au plus profond de l'humain,
puisque l'humain naît nécessairement inachevé et incomplet, et que par l'éducation, il doit se compléter et s'éduquer. Et cette chose qui serait au cœur, cette faculté à apprendre, à s'approprier un inconnu, elle est aussi appelée par Jean-François Lyotard, puisqu'elle est au cœur de l'humain, dans l'humain, constitutivement, le préparant à apprendre. Elle relève donc de ce que Lyotard appelle l'inhumain, dans l'humain. L'enfance, écrit-il, est le nom de cette faculté, autant qu'elle apporte au monde de ce qui est l'étonnement de ce qui, un instant, n'est rien encore. Et on sait, par exemple, à suivre Aristote, que l'étonnement est source de la philosophie, de la pensée et de la science. Ainsi, penser, philosopher, écrit Lyotard, obéit à une demande de retour à l'enfance de la pensée, à cette indétermination première et inachevée, à cette inhumanité native où se recommence l'émerveillement qui, à chaque fois, engage à penser. Mais malheureusement, constate Jean-François Lyotard, cet état d'enfance ainsi défini, où en fait on accueille ce qu'on ne sait pas encore, où on accueille l'insu du monde, est mis en péril par notre monde actuel, qui parle sous la règle de l'échange économique, généralisé à tous les aspects de la vie, qui parle vitesse, jouissance, narcissisme, compétitivité, réussite, accomplissement. Ainsi, l'enfance doit, je le cite, prendre place le plus vite possible dans les réseaux communicationnels pour y fonctionner le plus efficacement possible, c'est-à-dire s'y faire le véhicule de messages qui y passent et, dans le meilleur des cas, en optimiser l'information. Pas de temps à perdre, désormais, avec une phrase très proche d'une autre phrase écrite par Jean-Jacques Rousseau, désormais, écrit Lyotard, on ne laisse pas aux enfants le temps de l'enfance. Et pourtant, après les modèles liés au grand récit, cet état d'enfance, bien qu'il soit menacé, serait ce qui resterait à l'éducation, du moins lorsque celle-ci entend former des sujets aptes à apprendre, à penser et à raisonner. Et que reste-t-il d'autre pour résister que la dette que toute âme a contractée avec l'indétermination misérable et admirable d'où elle est née et ne cesse de naître, c'est-à-dire avec l'autre inhumain. L'éducation, lorsqu'elle est ainsi entendue comme un dispositif de mise en apprentissage, où le sujet finalement est destiné à s'approprier ce qu'il ne sait pas encore, à une ouverture sur un insu, où un insu est sans arrêt sollicité, ne serait plus dès lors ce qui consisterait seulement à métamorphoser l'enfance en un état plus achevé, celui prêté à l'adulte. À l'inverse, elle se conçoit aussi, et déjà, comme ce qui ne pourrait plus se défaire de cet état d'enfance ainsi défini, comme ce qui, au contraire de l'annuler, devrait le réactualiser sans cesse en tant que lieu fondateur de la pensée. Ainsi, souligne Jean-François Lyotard, une nouvelle tâche de la pensée didactique se souligne-t-elle, chercher son enfance n'importe où, même hors de l'enfance. Or, cette faiblesse de l'enfance, fragilité de celui qui ne parle pas encore, n'en est pas moins d'emblée projetée dans un univers de symboles, de paroles. L'enfant naît dans un univers de langage, dans un univers qui ne cesse de causer et qui le cause ainsi. Telle est la seconde donnée, le langage. Alors ici, le langage, bien évidemment, à l'inverse des théories Shannon et Weaver de l'information, eh bien, le langage est alors abordé au niveau de son indétermination. Par exemple, des vides et des non-coïncidences qui existent toujours entre le référent dont tente de parler le mot et le mot lui-même. Et à l'opposé d'une conception mécanique de l'information, je dis ça, je pensais par exemple à Durkheim dans son éducation morale, qui écrit que l'idéal du langage pédagogique serait pour avoir pour chaque portion du réel un mot et uniquement un seul mot. Bon, alors à l'opposé d'une telle conception, avec une stricte corrélation codifiée qui ne marche jamais, eh bien, le langage verbal est une instance où nécessairement le signifiant, la forme sonore du mot, est irrémédiablement clivé du contenu, du signifié, rate toujours ce dont il parle.
Ainsi, le langage instaure-t-il un manque, où s'engage, dès qu'il y a manque, le désir d'apprendre, le désir de nommer et de penser plus loin dans l'inconnu. On désire savoir ce dont on sait que c'est peut-être, ça existe peut-être et qu'on voudra bien savoir, mais on désire aussi savoir ce qu'on ne sait pas encore, ce qui nous échappe et qu'on ne peut dire présentement. Et c'est d'ailleurs dans l'aptitude à pouvoir se jouer de cette faiblesse langagière que réside toute la force de la poésie, de la littérature ou du théâtre. L'enfance, avec sa faiblesse, c'est pas encore, accueille le langage. Pourtant, le langage qui, à son tour, accueille et permet l'enfant, témoigne lui aussi de sa faiblesse, de son imperfection constitutive. Il ne comble pas un manque, il ne comblera jamais un manque, mais en fait, il reporte sans cesse le manque pour y permettre le désir de savoir. Du moins, on parle ici du langage apprenant. Telle serait, dans cette articulation entre deux faiblesses, enfance et langage, après la fin postmoderne des grands récits, peut-être ceux qui resteraient à l'éducation et au processus de mise en apprentissage, pour ainsi dire, au titre de leur noyau le plus irréductible, même s'il est menacé. Ça semble assez certain, parce que s'il n'y a plus cette faculté à apprendre, il n'y a plus d'éducation. S'il n'y a plus le langage qui pousse comme ça un désir de savoir, il n'y a plus non plus d'éducation possible. Et ce noyau, ce n'est rien d'autre que la pensée à la fois apprenante, appelée à se dépasser elle-même sans cesse, et critique, sommée de penser et de nommer plus loin dans l'inconnu. Elle correspond aussi à ce que Jean-François Lyotard nomme dans l'un de ses ouvrages célèbres un différent avec un D. Dans le différent, écrit-il, quelque chose demande à être mis en phrase et souffre du tort de ne pouvoir l'être à l'instant. Ainsi, avec ce différent, le langage s'avère déjà dans l'ordre de l'interrogation et non de la désignation. Dès lors, la question langagière de la légitimation et de la définition des savoirs peut être prise. Si cette légitimation n'est plus aujourd'hui assurée par des grands récits, avec leur certitude, elle n'en serait pas moins désormais envisageable sous l'angle d'un différent. Ou en termes que Jean-François Lyotard avait aussi désigné dans sa constitution postmoderne, ce qu'il appelait sous l'angle d'une paralogie. Il s'agit d'un espace permettant une constante mise en questionnement et en débat, qui pourrait garantir en fait une instance véritablement critique et démocratique, d'ailleurs opposée à celle du seul rendement économique qui, selon Jean-François Lyotard, s'emparerait de la recherche. 79. À suivre cette analyse, la légitimation des savoirs, qu'ils soient artistiques ou non, appellerait ainsi de nos jours à une quête sans cesse recommencée d'interrogation, de questionnement permanent, de mise en différend, où s'articule ce noyau de l'éducation, à savoir l'enfant qui s'étonne et le langage qui le rend désirant. Or, ceci ne peut qu'impliquer un changement fort des didactiques et des rapports au savoir en milieu scolaire. L'analyse, par exemple, en problématologie, que souligne Michel Fabre à propos de ce que Michel Meyer nomme un savoir des questions, se retrouve particulièrement ici. Contre un savoir des réponses, d'ordre propositionnaliste, avec la certitude d'une réponse absolue, voire universelle, que l'élève doit maîtriser, il s'agit d'envisager un savoir des questions. Si le premier se reconnaît aisément dans la forme scolaire et sera toujours sécurisant et aisément évaluable, le second se donnera dans la recherche de la formulation sans cesse réajustée d'un problème, dans un questionnement sans cesse recommencé qui se nourrit de son propre cheminement. Le premier relève de la certitude ou de la monosémie d'un grand récit universel, qui d'ailleurs n'est plus. Le second se donnera plus, ce savoir des questions se donnera plus dans la dynamique de micro-situations,
tels les petits récits tels qu'ils peuvent s'établir en situation pédagogique entre les élèves et le professeur. Ce savoir des questions raconte d'ailleurs un projet qui a maintenant une vingtaine d'années, mais pour les arts, qui est le projet de la didactique critique exploré par Bernard-André Gaillot à propos des arts plastiques. Aborder la didactique des arts plastiques sur le mode critique, écrit Bernard-André Gaillot, c'est intégrer le paramètre de l'aporie. Affirmer, c'est s'exposer à détruire. Ainsi, faut-il mettre au jour les paradoxes qui sous-tendent toute séquence scolaire comme moyen de trouver une intelligibilité de la relation qui s'établit au fil des instants dans le vécu unique d'une situation d'expression. Alors, sans poursuivre plus, l'exemple de la didactique critique en art plastique laisse bien entendre que l'espace des enseignements artistiques, dont le contenu précisément sera toujours indécidable, changeant, labile, gazeux, est particulièrement approprié pour mettre en place ou pour construire l'émergence de cette mise en différent, de ce savoir des questions, de cette didactique critique. Et telle est précisément, je vais parler un tout petit peu, l'analyse lyotardienne de l'art. Si les savoirs, artistiques ou non, ont perdu ou se sont affranchis des certitudes du grand récit qui les légitimait auparavant, s'ils réclament une nouvelle instance de légitimation qui serait dès lors de l'ordre d'un savoir des questions, précisément pour maintenir ce couple enfance-langage, c'est précisément dans le domaine même de l'art que ce savoir trouverait l'une de ses conditions les plus porteuses. D'ailleurs, Jean-François Lyotard avait bien souligné ceci à propos, vous savez, de sa lecture de l'analytique kantienne du sublime. Sublime, on pense, Kant parlait carrément de ce que pouvait ressentir un personnage contemplant un océan déchaîné et complètement dépassé par ce qu'il contemplait. On pourrait penser aussi au romantisme avec Friedrich, avec le fameux voyageur contemplant la mer de nuages. Donc, sentiment esthétique extrême où le spectateur est saisi par un vertige. C'est-à-dire il est de toute façon dépassé par quelque chose qu'il n'a pas prévu et qu'il est obligé de voir ou d'entendre. Quelque chose qu'il ne peut rationaliser immédiatement, qui va donc le mettre dans un différent. On aimerait bien pouvoir rationaliser ça, mais ça nous dépasse, c'est trop grand. Et ceci va ainsi solliciter la pensée. C'était d'ailleurs toute l'analyse admirable de Kant. Et on connaît les travaux de Lyotard sur l'avant-garde, ce qu'il appelait dans les années 70, l'avant-garde contemporaine. En s'appuyant notamment sur les œuvres et l'essai du peintre Barnett Newman, The Sublime is Now, le philosophe observe que le tableau, dit-il prudemment dans l'art contemporain, on aura compris qu'en fait, je crois qu'il pense à l'ensemble de la peinture, fait déjà surgir la matière, une force chromatique qui assaille avant toute reconnaissance formelle, comme d'ailleurs il l'écrivit par ailleurs pour la musique, c'est-à-dire que la perception musicale commencerait déjà par celle de la matière sonore, du timbre, avant même la reconnaissance des harmoniques et de la forme. Avec ce now, écrit Lyotard, l'événement arrive comme un point d'interrogation avant d'arriver comme interrogation. On pourrait alors parler d'un surgissement, ce que les Allemands appelaient l'Ereignis, c'est-à-dire surgissement d'un élément radicalement nouveau, imprévu, autre, hors de tout code déjà rationalisé qui nous désempare. Et ceci avant la garde ou la défense qu'on serait alors tenté de déployer face à la sidération, par exemple en jugeant ou en commentant le créé ou en cherchant à l'intégrer d'emblée dans un système normé. Il y a ainsi, note Jean-François Lyotard, une avant-garde. Avant qu'on prenne garde et qu'on regarde, sous l'égide du Nao, et c'est cela la rigueur de l'avant-garde. Alors, cette altérité surgit avant toute défense, va dès lors rentrer en tension avec l'invitation au commentaire qu'elle va solliciter, dans un effet de surprise, mais tout en le différant, tout en lui échappant. Ainsi va-t-elle générer un différent, un questionnement vif, sans cesse relancé, qui tiendrait dès lors sa promesse
temps et par une expérience artistique et esthétique. J'ouvre une minuscule parenthèse d'environ 20 minutes, juste pour dire que cet effet sublime, Lyotard, donc on ressent quelque chose qui inaugure quelque chose à venir, mais c'est déjà dépassé, donc nous met dans un paradoxe temporel. Jean-François Lyotard dit, c'est ça, nous sommes carrément dans le paradoxe d'un futur antérieur, post-modo, et là on aurait une autre post-modernité qui ne serait pas du tout celle dont je parlais tout à l'heure, mais qui serait en fait une post-modernité créatrice qui résisterait à la post-modernité dénoncée dans la condition post-moderne. Je ferme ma parenthèse. Alors maintenant, avec la thèse d'une fin des grands récits, face aux mutations prêtées à l'époque contemporaine, mutations qui affectent nécessairement la définition des savoirs, dont ceux des disciplines artistiques, l'éducation artistique trouverait alors une place quand même privilégiée pour l'émergence d'une nouvelle instance de légitimation, de définition des savoirs et des rapports au savoir qui seraient désormais accordés aux différents, avec un D, un savoir des questions et non plus des réponses. Alors, si l'on considère la thématique qui nous réunit, les arts et les savoirs fondamentaux, il est certain que tout apprentissage, quelle que soit la discipline, en favorise un autre de façon transversale. Il est aussi certain que, loin de toute conception exclusivement utilitariste des arts en éducation, que les savoirs artistiques sont eux-mêmes des savoirs fondamentaux pour la construction culturelle du sujet. Rien que ça, et pour moi, au même titre que lire, écrire, compter et respecter autrui. Et c'est aussi connaître sa culture. Toutefois, il ne s'agit pas d'avancer, je vais nuancer, peut-être de se contenter d'avancer, que l'éducation artistique aurait un impact, comme ça a été publié récemment, auprès de l'acquisition de savoirs fondamentaux qui du même coup se trouveraient extérieurs à elle, mais plutôt d'envisager que le lieu fondamental de la pensée, de l'apprentissage, de l'enfance, de l'ouverture sur les différentes formes de savoir, trouve désormais, après la fin des grands récits, dans les arts eux-mêmes, l'une de ces conditions les plus porteuses. Du moins, telle est la perspective à laquelle invite mon petit parcours lyotardien. L'espace de l'art est fondamental en ce qu'il fonde aussi ce savoir des questions, cette possibilité d'une constante interrogation. Il est fondamental parce qu'il instaure la possibilité d'une permanente ouverture où l'on est à chaque fois dessaisi pour oser dire et penser plus loin dans l'inconnu, pour apprendre ou pour sauvegarder en notre humanité cette enfance désirante et émerveillée dont parle Jean-François Lyotard. Certes, on pourra dire qu'il n'a pas fallu attendre Lyotard pour avancer tout ce que je viens d'avancer. Que la faculté d'une réflexion ouverte sur ce qui est encore insu, du doute cartésien, même avant, pourquoi pas la maïotique socratique, ça c'est aussi une pédagogie d'un savoir de question, jusqu'à la critique kantienne, ben, tout ça c'est bien antérieur à cette postmodernité et ça a été depuis largement, depuis très très longtemps, relié aux arts. Oui, mais ce qui semble être nouveau serait en fait la nécessité de les ériger au sein d'une forme scolaire qui a perdu ses grands récits, qui me semble parfois, selon certains auteurs, être en crise de sens, afin de redonner aux arts le rôle qu'ils jouent pour l'accomplissement des savoirs et des questions qu'ils alimentent alors. Cette nécessité, les arts la remplissent, tout comme par ailleurs, ils peuvent contribuer à l'instauration de la philosophie à l'école, c'est une autre piste. De même, c'est probablement ici que les jeunes enseignants peuvent dépasser la conception, certes sécurisante, d'un savoir de la réponse unique pour se sentir autorisés à un partage du sensible et du réflexif, des questions et des différends
bref, à une sorte de pédagogie de l'incertitude critique et créatrice dont les arts se prêtent particulièrement à fonder le nouveau paradigme des savoirs à l'heure de la complexité. Merci beaucoup, Monsieur Houdinet, pour votre présentation. On va passer maintenant à la première question. Quelle est votre position quant à l'art comme contribution justement des autres savoirs ou comme lieu générique du savoir? Oui, je pensais en musique, par exemple, il y avait toujours cette distinction très, très fine faite par le pédagogue et compositeur Maurice Marteneau. Il disait, voilà, il y a toujours une éducation à la musique, aux savoirs musicaux, culture musicale, etc. Et puis une éducation par la musique. Et quelque part, ben, je crois que c'est, je pense que c'est vraiment ce A et ce pas me semble vraiment un angle d'attaque tout à fait intéressant. Les arts, il y a bien sûr des savoirs artistiques particuliers, culturels, techniques, etc. On a bien sûr les savoirs des arts, mais l'art est aussi un lieu fondamental en ce qu'il alimente une interrogation, qu'il se prête à alimenter une interrogation pour précisément devenir un lieu d'apprentissage, ce différent que j'évoquais. Alors, ceci, quand même, il y a une condition derrière sur laquelle je réserve, enfin, je n'ai pas insisté parce que par manque de temps, et voilà, c'est que quelque part, cette mise en savoir par les arts, cette mise en questionnement, quand j'évoquais Bernard-André Gaillot et sa didactique critique en évoquant notamment les petits récits tels qu'ils peuvent s'établir entre l'élève et le professeur, eh bien tout ça, ça suppose une médiation. Et là, c'est le rôle du professeur d'art. Du professeur d'art à la fois pour enseigner, bien évidemment, les savoirs des arts, mais aussi du professeur pour aider à mettre en perspective une expérience esthétique, artistique, afin qu'elle se concrétise dans l'expérience d'un questionnement qui est aussi une expérience philosophique. Et Et cette question, pardon, c'est là où certainement, notamment les analyses de Lyotard sont importantes là-dessus, puisque qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui légitimer, créer du savoir? Ce n'est plus le grand récit, mais ça serait peut-être dans cet espace de questionnement permanent. J'ai envie de dire que l'actuelle crise qui vient, j'espère, qui semble s'achever, notre crise sanitaire, on a quand même vu une nouvelle modalité de légitimation s'ériger dans le débat scientifique, porté sur la place publique. ok. Et est-ce que vous auriez des exemples d'analyse, par exemple, de production artistique en situation scolaire favorisant l'apprentissage des savoirs fondamentaux à nous conseiller? Bah, vous avez bien sûr, je pense que le dernier, c'était l'ouvrage de l'OCDE. Donc là, on a bien sûr les contributions, je ne vais pas reprendre toute la liste, hein, les contributions de l'art à des savoirs, mais des savoirs autres que les arts. Bon, maintenant, j'ai envie de dire, ouvrage fondamental de l'art comme un lieu intime de la pensée, comme un lieu de mise en pensée, en pédagogie. Un dénommé Platon parle très bien. Ça fonde la République. Un dénommé Aristote, pour l'exemple musical, puisque tout est consacré à la musique, termine son projet, la politique, quand même pas rien, où il définit la société à venir, par un exemple. Pas par un exemple, parce que pour lui est le plus important, c'est le livre 8, le dernier livre, qui est consacré uniquement à l'éducation. Bien évidemment, la politique, elle ne peut se définir que par le projet de formation du sujet ou du citoyen. Mais le livre 8 est consacré à peu près à 80% à l'éducation musicale. Comme s'il y avait là, dans l'espace musical, alors peut-être par sa spécificité non verbale, etc., peut-être parce qu'il y aurait là tout simplement le lieu de promouvoir une pensée par l'art. Bon, alors tout ceci va se continuer, on pourrait évoquer Schiller, etc.
Bon, maintenant, je ne vais pas nommer un exemple particulier, mais il y a les travaux aussi sur l'impact de l'expérience esthétique comme lieu d'éducation. Il y a l'impact, il y a les travaux de mon collègue, très cher collègue de Lyon, Alain Kerlan. Ok. Et pour vous, existe-t-il une forme de glissement entre l'enseignement plutôt pratique des arts et l'art en tant que culture? La pratique des arts, elle fait partie de la culture. Je crois que on peut pas, ça me semble difficile de dissocier les deux. D'ailleurs, le mot art signifie en fait une pratique de production. Hein. Avant, on parlait des beaux-arts. Je pense que de toute façon, il y a cette question de la techné, donc je faudrait savoir ce que l'on entend par pratique des arts, mais je pense que faire de la peinture, se pencher sur, je sais pas, sur la question de la matière, du chromatisme, bah, c'est déjà nécessairement une pratique, c'est un langage. Et dès que l'on pratique un langage, techniquement, c'est nécessairement une pratique d'inscription culturelle. Travailler sur le dodécaphonisme avec des élèves en musique, c'était d'ailleurs le projet de Auer, qui était compositeur et instituteur. Et je pense que la musique dite sérielle a été créée peut-être à des fins pédagogiques. Ça, c'est un rêve. Mais travailler, par exemple, sur une technique musicale très particulière, c'est nécessairement se positionner dans un environnement culturel. Ce qui est important, qu'on apporte une chose par la pratique, qu'on l'aborde sous un regard plus historique. Moi, par exemple, j'interviens beaucoup à Lyon auprès de la formation MEF et je sollicite vraiment les étudiants qui préparent des séances pédagogiques, souvent très livresques, très savantes, très bien faites. Mais j'en ai toujours mettez vos élèves en situation, mettez les élèves en situation de production. Ça, c'est très, très important. Donc, on peut avoir une information sur l'histoire, sur la culture, mais cette information va prendre sens lorsqu'elle sera reliée aussi à une activité particulière, à une praxis. Vous disiez que l'art jouait un rôle dans l'accompagnement justement du savoir et que dans ce contexte-là, le professeur avait été tout à fait légitime dans son rôle de médiateur. Mais à quelles difficultés peuvent aujourd'hui être confrontés les enseignants et comment peuvent-ils les dépasser? Oui, alors tout dépend. Tout dépend je pense que là, par enseignant, on ne parle pas du professeur spécialiste, mais on parle plutôt des collègues, professeurs des écoles, généralistes. Je pense que c'est ça, parce que... Oui, il n'y a pas de précision, mais c'est... Nous avions à Lyon organisé une journée d'études que je compte poursuivre, qui tournait sur, je crois que la difficulté, elle est là, qui tournait sur le thème de l'autorisation. S'autoriser aux enseignements artistiques. C'est-à-dire que quelque part, l'art, on est sur ce domaine, j'évoquais le terme d'Yves Michaud, l'état gazeux, sur un domaine où les frontières ne cessent de se recomposer constamment. Et l'œuvre d'art, elle se joue là-dessus. Transgresse sans cesse ses normes. Et ceci, bon, c'est ce qui fait peut-être le grand plaisir esthétique, plus avec le sensible, hein, tout ça. Mais en même temps, c'est terriblement insécurisant et effrayant. Et pour des collègues qui sont en début de carrière, enseigner l'incertitude, c'est tout de même quelque chose qui ne va pas de soi.
Et je crois que c'est là où il y a quelque chose qui est vraiment à insister, à mettre en place, c'est-à-dire que faire en sorte, alors, je rappelle que je suis philosophe, je parle depuis les nuages, dans les idées, dans la formation des enseignants, mais je pense que ça peut être fait, mais il faut faire en sorte que les enseignants se sentent autorisés à se savoir des questions, cette pédagogie de l'incertitude. Bon, alors, le mot autorisé, je ne choisis pas au hasard. Ce rapport d'autorisation souvent se déclenche lorsque l'enseignant devient lui-même créateur. Lorsque l'enseignant, pour s'autoriser, avant, devienne auteur de quelque chose. Que l'enseignant s'autorise pour qu'il puisse ensuite s'autoriser. Et là, je crois qu'il y a tout un axe, notamment dans la formation. Ok, merci. Il y a un internaute qui s'interroge. Il a le sentiment que le concept développé par Lyotard est très proche, en tout cas, des concepts de Vygotsky dans son concept de développement socio-constructiviste. Oui. Pouvez-vous nous donner vos points de vue et les écarts possibles là-dessus? Non, je ne peux pas vous donner mon point de vue puisque je pense, en dépit de son immense culture, que Lyotard, notamment quand il a avancé, toute sa question du langage, qui est très wittgensteinienne, bien évidemment, je suis bien d'accord, mais Lyotard, sauf erreur, mais ne me semble pas avoir cité Wittgenstein, que l'on a découvert finalement en France assez tardivement par Brunner. Donc, il n'y a pas de référence directe. Sinon, bien évidemment, la psychologie de l'art, là, je n'ai pas le temps, mais nombreuses sont les données de psychologie de l'art, de Wittgenstein, n'est pas du tout sans avoir de très nombreux points communs avec l'approche que j'ai essayé de présenter. Ok, merci. Je me permets de... Oui. Pardon, il y a cette chose, c'est ça la pierre angulaire. Cette chose qui est là, c'est la question du langage. C'est central. C'est central et c'est une question, bien sûr, c'est une évidence de dire ça. Simplement, je ferai remarquer que de plus en plus de recherches sur le terrain neurosciences, etc., cette question du langage, elle est de plus en plus mise de côté. Et pourtant, c'est bien ça l'apport considérable de la perspective chrétienne. Et c'est aussi ça la préoccupation de Lyotard et d'autres encore. Et je crois que, je pense que pendant les quelques heures qui me restent là, je pourrais me développer là, je crois que la question des arts en éducation, avec, pour revenir à la première observation, un savoir par et au, par les arts et aux arts, elle situe de façon incontournable cette question langagière. Simplement, la différence qu'il pourrait y avoir peut-être entre la conception wittgensteinienne et lyotardienne, c'est que Vygotsky, à mon avis, est allé un peu trop vite sur... bon, il y avait les processus primaires sur le langage non verbal. Et en fait, les arts rappellent très fortement qu'on a toujours une espèce de tension, et c'est cette tension qui produit les choses, entre le rapport à une expérience esthétique ou artistique sur une base non verbale, peinture, musique, et puis l'articulation propre au langage verbal. Et c'est cette tension, je crois. C'était d'ailleurs l'admirable livre de Lyotard, Discours figure. Ok. Là, j'ai deux questions qui me sont arrivées et qui reprennent ce que vous avez dit tout à l'heure sur la notion d'autorisation avec par rapport à l'enseignement, voilà, de ce qu'on peut s'autoriser à faire ou pas, s'autoriser. Comment s'autoriser justement quand il y a très peu de place pour le faire, quand il n'y a pas beaucoup d'heures en formation, quand il y a
une prégnance de matières comme les maths et du français à l'école qui prennent un peu la place des arts. Je ne sais pas s'il faut poser la question à moi, parce que j'aurais envie de dire faites la révolution. Mais, c'est ce qui importe, ouais, s'autoriser. Ben, j'aimais beaucoup, pour ça que j'utilisais cette terminologie-là, la terminologie qui est utilisée sciemment par Lyotard sur la question des savoirs. Cette terminologie, elle est en termes de légitimation. Qu'est-ce qui est légitime? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et là, je peux à peu près le citer de mémoire. Cette question de la légitimation, elle est éminemment politique. Bien sûr. Donc, voilà, dans une politique éducative, qu'est-ce que l'on choisit de légitime? C'est un petit peu ça. Et je ne vois pas d'autres réponses à donner, si ce n'est ma conviction, bien évidemment, de militer, de multiplier les exemples, de multiplier les rendez-vous, les conférences, les je ne sais pas, bref, prendre une parole qui puisse légitimer ce rôle des arts. Je veux quand même dire une chose. Moi, j'interviens par ailleurs, je suis professeur à l'ISPES, sciences de l'éducation. Je suis aussi responsable d'un master enfin co-responsable avec Madame Taberi d'un axe de master à l'Université Paris-Descartes en art-thérapie. Et je suis co-responsable de l'axe musicothérapie. Or, j'ai ce qui peut contribuer à légitimer le rôle fondamental que peuvent avoir les arts dans une interrogation esthétique, c'est aussi quand on s'intéresse, je dirais, au terrain de la pathologie. Quand on voit aussi en quoi, par exemple, des pratiques musicales, des pratiques artistiques, plastiques, des pratiques chorégraphiques, théâtrales, je ne parle pas, mais ont toujours un potentiel extraordinaire en termes de restructuration de la pensée. Et cette restructuration, elle marche toujours par le rétablissement des langages. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, dans mon vécu, d'avoir affaire, quand j'étais jeune enseignant, à des élèves en lourde perdition scolaire, en lourde difficulté, et d'avoir pu observer des changements, des remises en pensée, ce qui m'a vraiment convaincu dans mes pratiques, dans mes objets de recherche, mais tout ceci par l'art. Ok. Et est-ce que vous pensez qu'il est possible d'accompagner des élèves dans le processus de création si on ne l'a pas éprouvé soi-même auparavant? En fait, on a toujours... ça rejoint la question de l'autorisation. Non. Le processus de création, on l'a toujours éprouvé. Je crois que c'est ça. Il y a deux choses. Être créateur, alors, oh là là, il faut poser une question redoutable là. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire créer? Tiens, Lyotard disait, mais c'était une façon de nous ennuyer, rien ne se crée, tout se transforme. En tout cas, nous avons tous été transformateurs, pas créateurs. Voilà. Nous avons tous joué, je l'espère. Nous avons tous appris du langage, nous avons tous eu du babil avant de parler les mots, etc., etc. Donc, nous avons tous transformé ou créé. Bon, voilà. Et c'est quelque chose qui est vraiment à encourager dans la formation des enseignants auprès de la formation artistique. Mais ce qui me semble important, c'est de créer, oui, de transformer, mais c'est aussi d'être conscient que l'on a créé ou transformé à tel ou tel moment. Bref, c'est encore une question de langage, c'est-à-dire, quelque part, je crois que c'est quand l'enseignant dit « Tiens, c'est curieux, je me suis amusé à faire ça, j'ai créé telle chose », et là, on est conscient, et là, à ce moment-là, quand c'est secondarisé, on peut le convertir en outil didactique. Parfait.
Donc, il faut en parler. Voilà. Encore du langage. Pour peut-être une dernière question, juste par curiosité, qu'est-ce que vous pensez de l'expression c'est l'enfance de l'art? Parce que pour le coup, ça réunit les deux thèmes un peu de votre allocution. Je perçois une petite taquinerie et une perche tendue, puisque c'est le. Je vais juste vous répondre, tant pis, ça fera. C'était pas. Loin de moi toute publicité, mais c'est la seule réponse que je puisse formuler. L'ouvrage, les travaux que j'ai pu faire de réflexion cumulée sur l'œuvre de Lyotard, tel que ça pouvait s'appliquer à l'éducation artistique, le titre de l'ouvrage sur Lyotard et l'éducation, cet ouvrage, ce n'est pas l'enfance de l'art, mais c'est un art de l'enfance. Et quelque part, c'est peut-être ça. On a souvent considéré qu'en éducation artistique, il y avait de l'enfance de l'art. Très bien. Et dans le vécu des artistes, oui, il y a bien de l'enfance de l'art. Mais la mission de l'éducation nationale par rapport aux arts, c'est justement de maintenir cette enfance, et c'est donc pas faire de l'enfance de l'art, mais c'est au contraire faire un art de l'enfance, au sens où je l'ai. Super, merci pour votre mot de la fin. Il est temps désormais de conclure cette conférence. Merci à vous, Monsieur Boudinet, pour votre présence et votre intervention. Collègues qui sont intervenus. Et merci à tout le monde. Et petit rappel, donc cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne sur la chaîne YouTube du réseau des INSPE dès demain et sur le site à la fin du cycle. Donc, prochain rendez-vous, on se dit mercredi 24 juin à 14 h pour une nouvelle édition dont la thématique sera l'anecdotique et le fondamental, élément pour une approche critique des liens entre art et savoir à l'école, qui sera présentée par Marie-Pierre Chopin, professeure des universités à Bordeaux. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Merci.